Donc, on se retrouve avec Nathalie Bélanger, responsable de la maîtrise de droit notarial. Est-ce que pouvez-vous présenter un petit peu? Oui, en fait, bon, comme on disait, Nathalie Bélanger, je suis notaire depuis 1989. J'ai occupé différents postes dans ma vie, notamment des postes de gestion. Et depuis 1 an et quelques mois, je suis responsable du programme de maîtrise en droit notarial, pardon, à la Faculté de droit de l'Université de Montréal. À ce titre, ben, j'accompagne les étudiants qui sont en train de faire leur maîtrise dans différents aspects de leur parcours, ceux également qui sont en train de faire leur stage, et je réponds aussi à de nombreuses questions de la part d'étudiants de premier cycle qui ont un intérêt pour le notariat, puisque mon objectif est aussi de faire la promotion de la profession. Donc, nous avons ici quelques questions que les étudiants se posent par rapport à la maîtrise. Donc, l'une des questions qui revient souvent, c'est est-ce qu'il y a des cours obligatoires à suivre durant le baccalauréat en droit pour pouvoir être admissible à la maîtrise? En fait, il n'y a aucun cours obligatoire, j'insiste sur le mot obligatoire. Par contre, il y en a qui sont fortement recommandés. Je vais vous en lire les titres. Je peux même vous donner les cycles de cours, le DRT 3104, droit international privé, DRT 3202, vente, louage et mandat, DRT 3203, régime matrimoniaux, DRT 3204, succession, DRT 3205, sûreté, et finalement DRT 3701, fondement du régime fiscal. Pourquoi ils sont fortement recommandés? C'est que ce sont des matières qui sont enseignées au cours de la maîtrise et le rythme de la maîtrise est quand même rapide et les enseignants prennent pour acquis que cette matière-là a été vue au bac par les étudiants. Donc, les personnes qui n'ont pas suivi ces cours-là vont devoir fournir une énergie supplémentaire au moment de la maîtrise parce qu'il va leur manquer évidemment certains concepts de base dans ces matières-là. Donc, on le recommande, mais ce n'est pas une fin de non-recevoir, évidemment. Je pourrais rajouter que s'il vous manque un cours ou deux, bien, vous pouvez toujours vous former de façon autodidacte. Prenez un livre sur le sujet, les notes de cours d'un collègue, puis vous vous mettez un petit peu à niveau. Si vous les manquez tous, ben vous allez avoir à travailler vraiment fort. Puis je vous dirais encore une fois, là, vraiment essayer d'aller apprendre par vous-même là, l'essentiel de ces matières-là avant de débuter le programme de maîtrise. Et est-ce qu'il y a un seuil minimal pour être accepté à la maîtrise? En fait, nous acceptons les étudiants qui ont une moyenne cumulative de minimale de 3 sur 4,3 au baccalauréat en droit et 6 pour ce qui concerne ceux qui proviennent de la section de droit civil de l'Université d'Ottawa, parce que nous accueillons quand même beaucoup d'étudiants qui viennent d'autres universités, pas seulement de l'Université de Montréal. Par ailleurs, les personnes étudiantes de l'Université de Montréal qui ont une moyenne de 2,7 et plus sont fortement considérées pour l'admission au programme de maîtrise en droit notarial. Par ailleurs, les personnes justement qui se retrouvent, aussi des autres universités qui se retrouvent entre 2,7 et 3, leur candidature, elle est sérieusement étudiée pour voir s'il y a quand même une possibilité d'admettre ces personnes-là à la maîtrise. Une des raisons aussi pour laquelle on fait ça, c'est qu'on veut s'assurer d'avoir les personnes qui ont vraiment la capacité d'effectuer la maîtrise. C'est un programme qui est demandant et on ne souhaite jamais accepter des gens qui se retrouveraient peut-être en situation d'échec. Là, c'est jamais plaisant, ces situations. Comment se déroule le processus d'inscription? Est-ce qu'il y a des entrevues? En fait, c'est très simple pour demander une admission au programme de maîtrise en droit notarial. Vous allez sur le site des admissions pour le programme, vous faites votre demande, déposez votre relevé de notes. Bon, pour les personnes qui n'ont pas terminé leur baccalauréat, évidemment, ça va toujours être une admission conditionnelle à la réussite du baccalauréat et l'obtention du baccalauréat et le maintien d'une moyenne qui va vous être exigée, comme 2,7 ou 3, là, selon l'analyse qui aura été faite de votre dossier. Mais il n'y a aucun autre document à fournir, il n'y a pas d'entrevue, il n'y a pas de CV, il n'y a pas de lettre de référence, quoi que ce soit d'autre. C'est vraiment juste les notes. Donc, est-ce qu'on peut considérer que l'admission est pratiquement assurée si on atteint le seuil minimal?
En principe, je dirais oui, sous réserve que quand même, ce n'est pas un programme qui est officiellement contingenté, mais c'est quand même un programme pour lequel la faculté se réserve le droit de ne pas admettre toutes les personnes qui répondraient aux critères pour X nombre de raisons. Dans les années passées, ces cas ont été extrêmement rares, pour dire à peu près inexistants, mais il y a quand même toujours un certain risque. Mais il est minime, c'est-à-dire que si vous avez, par exemple, 3,5 de moyenne, moi, je vous dirais, vous pouvez dormir sur vos deux oreilles. Il n'y aurait pas de souci avec l'admission au programme. Parfait. Donc, à présent, on a des questions un peu plus sur la maîtrise en elle-même. Comment ça fonctionne, la maîtrise, la structure du programme? Bon, en fait, la structure du programme, elle se divise en 3 volets. Et je tiens à préciser que la maîtrise se fait de façon aussi intercalée avec des formations de la Chambre des notaires qui font partie du programme de formation professionnelle de la Chambre des notaires. C'est-à-dire qu'après vos volets 1 et 2, il y a la partie 1 de la formation. Ensuite, vous faites la partie 3 le volet 3, pardon, de la maîtrise. Et il y a ensuite encore des formations professionnelles de la Chambre des notaires, partie 2. Donc, si on revient à la structure, le volet 1, en fait, ce sont des cours théoriques essentiellement. Ça correspond à 2 sessions, session d'automne, session d'hiver, 18 crédits par session. Cette partie-là, ce volet-là, peut être fait en mode demi-temps, ce qui vient prolonger finalement la durée du programme d'1 an pour la personne qui le fait à demi-temps. Ensuite, on arrive à la session d'été ou printemps, le mai à mi-juin. Là, c'est le volet 2 de la maîtrise, qui sont des cours appliqués, c'est-à-dire des cas pratiques, où vous avez dans les 3 grandes matières du droit notarial, soit le droit immobilier, le droit des successions et le droit des affaires, une situation factuelle avec les documents à l'appui et vous travaillez ensemble avec l'enseignant à décortiquer cette situation et à rédiger en fait l'ensemble de la documentation qui va permettre de régler ce dossier, un peu comme si vous étiez dans une étude notariale. Une fois ce volet 2-là complété, en juillet, vous avez la formation professionnelle de la Chambre des notaires, partie 1, comme je l'ai mentionné tantôt. Le premier examen de l'ordre en août, début août. L'examen porte sur la matière qui a été vue dans le cadre du programme professionnel de la Chambre des notaires et non pas sur l'ensemble de ce que vous avez vu jusqu'à maintenant à la maîtrise. Une fois cette formation-là terminée, on se retrouve à la fin août, deuxième année académique, la session d'automne. Et là, c'est le stage en milieu professionnel, soit le volet 3 de la maîtrise. Le stage, il est d'une durée de 16 semaines consécutives, 35 heures par semaine minimum, auquel vous devez ajouter évidemment du temps personnel pour rédiger un journal de bord hebdomadaire, produire des travaux significatifs, rédiger votre rapport de stage. Évidemment, j'insiste sur le fait qu'il s'agit d'une maîtrise professionnelle et non pas d'une maîtrise de recherche. Donc, c'est un rapport de stage que vous avez à rédiger et non pas un mémoire de maîtrise. Le rapport de stage va plus faire le point sur vos apprentissages, votre évolution en tant que futur notaire dans le contexte de votre stage. Une fois le stage terminé, là, encore une fois, on arrive en janvier et c'est de janvier à mars, vous avez la partie 2 de la formation professionnelle de la Chambre des notaires. Et bon, quand tout ça est terminé, finalement, en avril, c'est la sermentation, l'inscription au tableau de l'ordre et là, vous devenez officiellement notaire. Donc, quel type d'évaluation alors reviennent le plus souvent dans le cadre de la maîtrise? Bon, pour le volet 1, en fait, ce sont comme des cours comme traditionnels. Évidemment, des cours traditionnels où il y a beaucoup de discussions, d'échanges, parfois des jeux de rôle, des mises en situation. Bon, il y a principalement des examens finaux. Surtout dans les cours de 1 ou 2 crédits,
généralement qui sont très courts en durée, c'est-à-dire 5 séances, ben c'est un examen final. Tu sais, on n'a pas nécessairement le temps de vous faire en plus un intra ou un travail de mi-session. Pour les cours qui sont de 3 crédits, on retrouve à l'occasion justement soit un examen intra, soit un travail à remettre, individuel, parfois d'équipe, c'est quand même plus rare. Ce sont essentiellement des travaux individuels. Il y a aussi, évidemment, dans l'évaluation, parfois, la notion de participation en classe, parce qu'il y a beaucoup cet élément de participation en classe dans les cours. On favorise, comme je le disais tantôt, beaucoup les échanges, la discussion. Fait que ça, c'est quelque chose qui peut être évalué dans certains cours. Ça, c'est pour le volet 1. Pour le volet 2, on parlait, tantôt, beaucoup de rédaction. Fait qu'en fait, ce que vous allez devoir soumettre, c'est un dossier avec des actes notariés ou même parfois, c'est des échanges par courriel, des lettres, etc. Toutes les documentations à produire et c'est ce qui va faire votre évaluation. Au stage, volet 3, ben, je disais, il y avait les journaux de bord hebdomadaires qui sont évalués. Il y a également le rapport de stage et les travaux significatifs. Les évaluations sont faites par un superviseur parce que vous avez dans le concept de maître de stage, qui est le notaire avec qui vous allez travailler. Superviseur, c'est un notaire d'expérience qui est engagé par la faculté pour superviser un certain nombre de stagiaires. Et il y a moi qui est coordonnatrice des stages qui s'assure que tout se passe bien. Donc, c'est beaucoup le superviseur qui va évaluer vos travaux. Moi, évidemment, je les regarde également pour voir comment le tout se passe, puis s'il y a des enjeux, c'est en mesure d'en discuter avec le superviseur pour s'assurer que tout va bien. Et bien évidemment, le maître de stage fait aussi évidemment une évaluation, là, quand même, somme toute, sommaire du stagiaire. Vous avez mentionné tout à l'heure que justement pendant le stage, c'est plus de 30 heures. Donc, est-ce qu'il est quand même possible d'occuper un emploi à temps partiel tout en réalisant la maîtrise? Bon, je vous dirais, vous pouvez occuper un emploi à temps partiel, puis il y en a beaucoup qui en occupent un emploi pendant les volets 1 et 2. Bon, évidemment, surtout les personnes qui sont dans le programme à demi-temps, bon, la plupart ont un emploi. Et pour les autres qui sont en temps complet, ben, il y en a beaucoup également qui travaillent et la plupart au sein d'une étude notariale, ce qui fait en sorte qu'ils peuvent ajuster aussi leurs heures qu'ils fournissent. Souvent, certains employeurs vont dire « Oh, on prend ce que tu nous donnes comme heure, puis c'est tant mieux. Puis le reste, ben, quand c'est des examens, des travaux à remettre, ben, tu sais, je rentrerai pas cette semaine ou je vais donner juste 2 ou 3 heures. » Bon, fait que, tu sais, c'est quand même modulable. Mais, par ailleurs, quelqu'un qui travaillerait, par exemple, dans un autre milieu pourrait effectuer quelques heures de travail. C'est pas un non catégorique. Moi, je dis souvent aux étudiants qui me demandent mon avis sur la question, je leur dis, bien, ça dépend de vous. Je commence toujours en les faisant rire, en disant, bien, si tu as besoin juste de 2 heures de sommeil par nuit, c'est correct, tu peux travailler. Fait que là, justement, ils partent à rire. Donc, je me dis, ça dépend de vous. Est-ce que vous travaillez rapidement? Est-ce que vous apprenez facilement? Est-ce que vous avez besoin de mettre plus d'énergie puis de mettre beaucoup de temps pour vous assurer de bien comprendre? Est-ce que vous devez reviser toutes vos notes, vous faire des fiches de travail puis des tableaux pour être sûr d'étudier puis que ça vous prend énormément de temps? C'est vraiment une question personnelle, je dirais, à ce niveau-là. Par contre, quand on arrive au niveau du stage, bien, le stage est rémunéré. Fait qu'en soi, c'est un emploi. Fait que 35 heures minimum, puis souvent c'est plus. En plus des travaux, ben là, je dirais quelqu'un qui veut occuper un autre emploi, je pense qu'il faut vraiment que ce soit quelqu'un qui ne dort pas plus que 2 heures par nuit. Par ailleurs, il y a le volet formation professionnelle de la Chambre des notaires. Encore une fois, après le stage, beaucoup demeurent dans leur milieu de stage. Ça, ce qui est une bonne nouvelle, c'est un taux de placement de 100 chez les notaires. On a beaucoup d'offres de stage, beaucoup de notaires qui sont prêts à accueillir des stagiaires et à les garder par la suite au sein de leur étude. Ceci étant dit, quand ils ont terminé leur stage puis qu'ils font leur formation professionnelle de la Chambre des notaires partie 2, beaucoup continuent à travailler
au sein du bureau. À ce moment-là, on les appelle plus stagiaires, on les appelle candidats à la profession ou candidates à la profession. Et là, encore une fois, je dirais prudence, parce qu'il ne faut quand même pas négliger cette formation-là de la Chambre des notaires, qui est le cas pratique, numéro 2. Donc, c'est de voir avec votre employeur à ce moment-là quel est le nombre d'heures que vous êtes en mesure de donner pour vous assurer de bien réussir votre cas pratique. Ce serait d'une tristesse immense de s'être rendu aussi loin puis d'échouer le cas pratique. Donc, est-ce qu'il y a des bourses d'admission disponibles aux étudiants inscrits à la maîtrise? Bon, je dirais qu'on n'a pas encore confirmation de ce point-là à la faculté. Je me suis renseignée justement tout à fait récemment. Il y a toujours dans les bourses qu'il y a eu au cours des 2 dernières années, il y a un volet qui est pris en charge par la faculté de droit et l'autre volet qui est pris en charge par la chaire du notariat qu'on a la chance d'avoir ici à l'Université de Montréal. On m'a confirmé que le volet de la chaire, oui, il n'y aurait pas de problème. C'est le volet de la faculté qui reste à voir en fonction des budgets, sommes disponibles et autres. Ça fait seulement 2 ans qu'on offre une bourse d'admission. Pour la cohorte 2024-2025, c'est une bourse de 1 500 $ qui avait été accordée à tous. Cette année, pour la cohorte 2025-2026, on a donné des bourses de 1 500 et des bourses de 2 000 et ça allait en fonction des résultats académiques. Mais ce qui rendait quand même pas très difficile le fait d'avoir une bourse de minimum 1 500. Pour la prochaine année, comme je vous disais, il y a au moins le volet assumé par la chaire du notariat qui sera présent. Pour ce qui est de la faculté, on espère bien que oui, mais je ne peux pas en donner plus de détails, malheureusement. On avait parlé des examens et tout, puis comme au barreau, souvent, si on en échoue un, on peut le reprendre sans nécessairement devoir reprendre tout au complet. Est-ce que c'est la même chose dans la maîtrise? Ou si, exemple, on échoue le cas pratique, on doit recommencer la maîtrise de A à Z? Non, ben en fait, non, c'est vraiment chaque étape. S'il y a des échecs, il y a des possibilités de se reprendre. Bon, on va prendre le volet 1, par exemple. Si vous avez un échec à un cours, vous avez une reprise. Bon, ça continue. Il y a quand même une limite pour ce qui est du volet 1 de la maîtrise, c'est-à-dire pas plus de 2 échecs. Et ça, même si la reprise a été réussie, là. Et le maintien d'une moyenne minimale au programme de 2,7. Pour ce qui est du volet numéro 2, bien sûrement qu'il y aurait un travail de reprise, mais j'ai jamais vu un échec à ce volet-là, honnêtement, là. Bon, c'est théorique, mais il y aurait, bon, effectivement, une reprise. Bon, quand on arrive au programme professionnel de la Chambre des notaires, il y a également un examen de reprise s'il y a un échec, ça c'est certain. Le stage, même chose. Si pour une situation X, il y a un échec, il y a quand même le droit de reprise. Ou des fois, c'est on reporte le stage ou on le prolonge. Ou il y a différentes modalités qui peuvent être prises en fonction de la situation. Et même chose pour le cas pratique. Fait que partout, il y a toujours des options de reprise. Bon, avec des règles propres, différentes limites, pas plus que tant de reprises, etc. Mais je peux vous dire que vous avez toujours la chance de vous rattraper s'il y a un souci. Quelles sont les compétences essentielles pour être un bon notaire? En fait, c'est facile de répondre à cette question-là, en ce sens que la Chambre des notaires a élaboré en 2023 le référentiel des compétences professionnelles pour les notaires. Je vous montre le document. Vous pouvez le trouver facilement sur le site de la Chambre des notaires. Bon, évidemment, on va dire que tout peut être modulé en fonction du type de pratique que vous exercez, mais essentiellement, les compétences recherchées, se situent dans les grands axes du développement de soi, de l'impact sur l'autre, puis de la responsabilité professionnelle également. Donc, au niveau du développement de soi, vous avez la curiosité intellectuelle. Continuez toujours à lire, être au courant de la jurisprudence, être au courant des nouveautés législatives. C'est important. Ça fait partie de votre rôle de juriste, de conseiller juridique. Parce que, bon, évidemment, le notaire, vous savez, c'est un officier public, mais c'est aussi un conseiller juridique. La maîtrise de soi,
quand on se trouve dans des situations qui ne sont pas toujours faciles avec certains clients à l'occasion. La capacité d'adaptation, ne pas parler de la même façon à une jeune personne qui est en sa première transaction immobilière, sa première hypothèque, que si vous parliez à un homme d'affaires qui est féru de toutes les transactions devant notaire ou devant avocat. La prise de décision, vous allez avoir à trancher dans certains dossiers aussi. Vous allez devoir être en mesure de prendre des décisions. Sens de l'organisation, vous allez voir que vous allez quand même bien occupé dans la profession notariale et vous allez devoir être bien organisé, savoir gérer vos dossiers, savoir gérer vos priorités. Donc, pour ça, ça demande un bon sens de l'organisation. Et je tiens à préciser que certains des stagiaires que je vois dans leurs journaux de bord demandant que « Ouf, je me rends compte, il faut vraiment que je sois organisée parce que j'ai vraiment beaucoup de dossiers en même temps. » L'autonomie, être capable de... Puis je vous dirais surtout pour les jeunes qui débutent, bien, avoir une certaine autonomie aussi quand vous faites vos dossiers, c'est important. Au niveau de l'impact sur l'autre, bien évidemment, la collaboration. Vous allez, même si vous êtes solo dans votre bureau de notaire, vous allez quand même travailler avec des agents d'immeubles, avec des représentants des institutions financières, avec des arpenteurs géomètres, avec, bon, tout autre type de personnes ou d'intervenants, parties prenantes dans vos dossiers. Donc, la collaboration, elle est importante. Ensuite, les habiletés interpersonnelles et sociales, bien évidemment, puis à différents niveaux, à moduler selon la personne que vous avez face à vous. Communication écrite et orale. Et dans la communication écrite, évidemment, un écrit de qualité, vos actes demeurent publics. Donc, ça va être important d'avoir une belle qualité de la langue. Et dans l'oral, bien, de savoir aussi vulgariser le droit, savoir expliquer aux gens qui ne connaissent pas nécessairement le droit et qui sont un peu intimidés même quand ils viennent chez le notaire, de savoir leur expliquer ce qu'il en est des documents qu'ils signent. Bon, résolution de problèmes, ça va de soi, on en a toujours. Et peut-être même des habiletés d'organisation et d'affaires si un jour vous gérez votre propre bureau. Au niveau maintenant de responsabilité professionnelle, bien évidemment, la rigueur professionnelle, c'est vraiment extrêmement important. Puis ça fait partie, bon, on dit des documents bien faits, votre organisation bien faite, pour faire en sorte que, justement, vous avez une belle rigueur professionnelle. L'éthique et la déontologie, je veux dire, ça s'applique à toute profession, on n'a pas à en ajouter plus que ça. Et évidemment, les habiletés technologiques, je pense qu'on ne peut pas faire sans maintenant. On s'en va d'autant plus vers l'acte électronique, le registre électronique, bon, etc. La signature à distance électronique. Donc, je crois que c'est un incontournable également. Puis, bien, éventuellement aussi leadership. Être capable d'avoir un certain leadership dans votre profession. Puis ça peut prendre différentes formes. Ça peut être dans votre gestion de votre pratique quotidienne, dans votre gestion de votre entreprise si vous avez votre propre bureau, mais aussi au sein de la profession, d'être capable même de redonner, de faire des conférences, d'avoir un certain leadership, un rôle de leader au sein de votre profession. Donc, ça conclut notre entrevue. Est-ce que vous aurez un conseil ou un mot à donner pour des étudiants, par exemple, au bac qui hésitent à se lancer à la maîtrise? Bien, moi, je leur dirais de demeurer ouvert. Sur les réseaux sociaux, bon, vous en faites un très beau travail au comité droit notarial d'organiser des activités où des notaires sont présents. Puis, ils sont très présents parce que justement, il y a tellement un besoin de notaires au Québec qui essaient vraiment, eux aussi, de vendre la profession tout autant que moi. Fait que ça, je me disais, de s'informer comme ça. Bon, il y a évidemment d'autres réseaux sociaux, celui de la Chambre des notaires, l'Instagram de la Chambre des notaires, je sais que moi, je le suis. Je vois que des fois, il y a des petites vidéos, il y a des petites nouvelles. De parler à certains... Il y a très peu de professeurs qui sont notaires ou d'enseignants qui sont notaires, mais quand même, vous pouvez toujours poser des questions à ceux qui le sont. Et évidemment, il y a moi. Moi, je suis là, c'est mon rôle, je le présentais au début,
Puis je suis là pour les personnes qui savent pas trop, qui sont indécises, de venir me voir. Puis moi, c'est sûr, tu sais, je peux vous parler de ce que je viens de parler, là, le programme, la structure, les notes, les ci, les ça, mais je peux aussi parler de la profession. Tu sais, je la connais, j'ai quand même comme je disais, j'ai une cohorte, une promotion 89, donc j'en ai vu d'autres. Je connais beaucoup de notaires qui ont des pratiques différentes, qui ont des emplois différents dans des milieux traditionnels, non traditionnels. Je pense que je suis vraiment en mesure aussi d'éclairer les étudiants. D'ailleurs, en fait, le 15 janvier prochain, à l'heure du dîner, je vais présenter, justement un petit peu rapidement, parce que l'heure du dîner, c'est court, là, mais le programme, les notes, un petit peu un coup d'œil à la profession. Fait qu'il ne faut pas hésiter à venir me voir. Moi, ça me fait plaisir. Vous m'écrivez un petit courriel, prenez rendez-vous. On peut se voir en personne ou en Teams, selon ce qui convient le mieux. Je suis vraiment disponible pour aider les étudiants et étudiantes de premier cycle dans leur réflexion ou leur prise de décision éventuellement. Autre chose aussi, si vous connaissez des notaires dans votre entourage, n'hésitez pas à aller leur parler. Ils vont sûrement être heureux de prendre quelques minutes avec vous pour parler de leur travail. Vous pouvez justement essayer de voir, peut-être passer une journée, une demi-journée avec eux, voir comment un petit peu ça se déroule au niveau du travail. C'est quelque chose qui est possible. Beaucoup aussi, de plus en plus, en fait, ont des emplois d'été. Avant ça, on voyait ça dans les bureaux d'avocats, mais pensez aussi aux bureaux de notaire. J'ai vu déjà des étudiants qui ont dit moi, j'ai fait un été dans un bureau d'avocat, un été dans un bureau de notaire. Ça m'a permis un petit peu d'avoir les deux images, les deux principales professions. Bref, je vous dirais, je pense que ça passe par l'information, puis d'aller chercher justement le plus d'informations possibles sur les deux professions, puis voir ce qui vous convient. Parce qu'il y a encore, malheureusement, je le vois encore, tellement de préjugés négatifs à l'égard de la profession de notaire. C'est tellement méconnu. Je participe aux portes ouvertes de l'université 2 fois par année et j'entends des jeunes du cégep là, qui ne savent absolument pas ce qu'est un notaire, ce que ça fait, qui ont tellement des images rétrogrades. Il faut vraiment que ça change. Je vous dirais, c'est ça, justement, ça va passer par l'information.